exemple, quand Reymann... non, c'était pas exactement cet attentat. Quand il y a une tentative d'attentat contre le commandant du Grosse Paris par les gens de l'IFTP et MOI, il n'y a eu qu'une seule victime. C'était un Français qui passait là par hasard. Bon, ce sont des choses qui, en soi, on ne va pas en faire quelque chose de définitivement intéressant, mais pour eux, c'est intéressant. C'est-à-dire que dans leur combat, il y avait cette dimension-là. Ils savaient très bien qu'ils pouvaient faire des victimes innocentes. Ils le menaient quand même. Ils savaient même, parce qu'ils étaient communistes, internationalistes, qu'ils avaient une culture politique, ils savaient même que la plupart des soldats allemands qu'ils tuaient en balançant des grenades sur des détachements, ils savaient très bien que la bonne partie d'entre eux n'étaient pas nazis. Certains... Et d'ailleurs, le portrait que vous faites de Thomas Helek, qui est bon, donc un communiste, mais en même temps un communiste aristocratique, curieusement, et puis, justement, et le regard que sa mère porte sur lui, qui est quand même très intéressant, parce que sa mère voulait qu'il ait une culture française, ce qui veut dire qu'au fond, elle a essayé de le franciser au maximum, et lui, il a un peu quelque chose de snob, quelque chose d'un peu orgueilleux, vous l'écrivez exactement, le sentiment d'une supériorité. On voit mal un historien nous raconter comment les gars de la Fiche Rouge, les gars de la Moye, il y en avait parmi eux un certain nombre qui avaient un sentiment de supériorité par rapport aux autres. Oui. Non ? Mais, absolument, mais ça je le confirme, ça transpire de toute sa personnalité. Ça venait, je pense que son propre physique a joué, je pense que l'amour de sa mère a beaucoup joué là-dedans, qui était un amour assez démesuré, et non seulement cela, mais sa propre mère parlait, quand elle parlait de ses coreligionnaires, en 1942-1943, enfin quand elle en parle, un peu, disons, dans ses mémoires, elle parle de ces cons de juifs qui se sont laissés entraîner sans se battre à l'abattoir. Il y avait déjà chez elle ça. Oui. Mon fils, lui, il n'est pas comme ça. Mon fils, lui, et donc, non seulement il n'est pas comme ça, et donc je vais mère juive. Mais c'est une mère juive. C'est une mère juive très ambiguë, parce que c'est une mère juive communiste, résistante. Elle-même faisait des actes de résistance beaucoup moins dangereux que celle de son fils. Mais... Donc c'est une mère juive, certes. C'est une mère juive, en même temps, donc, elle n'est pas seulement juive, elle est aussi communiste, et elle est aussi donc combattante. Et donc elle est prise dans une espèce d'ambiguïté fatale et dramatique, c'est-à-dire qu'elle encourage en quelque sorte son fils à se battre, et en même temps elle craint énormément... Tommy Blottière, oui. Tommy Alain Blottière, vous avez oublié quelque chose. Que j'avais une mère juive. Non, pas du tout, vous avez oublié quelque chose assez important, c'est votre pitch de tout à l'heure, c'est-à-dire que, vous voyez comme c'est une question, parce que moi je l'ai oublié quand j'ai raconté d'abord le livre au départ, puis vous aussi petit à petit, ça y est, vous êtes parti sur Helek, il n'y a plus qu'Helek, il n'y a plus de film. Ah oui. Or le film est absolument essentiel dans le livre. Oui. Je voudrais y revenir parce que... C'est même le sujet du livre. Oui, c'est le sujet du livre. Parce que le cinéaste estime que si Tommy revient, il faut que Tommy se reconnaisse dans le personnage. Il y a cet objectif, hein, et il arrive à se reconnaître. Et alors, c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a un effet de miroir petit à petit. Si je cherche avec autant d'insistance à savoir comment était Tommy Helek, c'est parce que je voudrais bien, au fond, donner toutes les caractéristiques pour que s'il revenait, ils disent vraiment le film, ça c'est réussi. Hein. C'est un bon film qui me montre bien, effectivement, comme je suis. Oui. Il a cette exigence un peu extrême. Alors là, je dois dire que là, c'est une part un peu aussi bien... En fait, ce livre, il est un peu singulier. Je ne sais pas s'il est très bon, mais il est un peu singulier parce que il y a quand même trois disons, modes de narration qui s'emboîtent. Il y a une narration historienne, historique, qui est la vie d'Helek, que je reconstitue. Et qui, au fur et à mesure que vous parliez, a pris le poids sur les autres, voilà, la place des autres. Absolument. Il y a une part totalement fictive, c'est-à-dire comment ce jeune acteur va pouvoir incarner et va se laisser complètement investir par le personnage d'Helek. Ça, c'est une pure fiction. C'est du romanesque, total. Et puis, il y a une part autobiographique un peu aussi. C'est-à-dire que quand le narrateur parle de la façon dont il veut mettre en scène l'histoire,
quand il raconte ça, ce que vous venez de dire, que si jamais Elec, Tommy revenait, il aimerait que Thomas se reconnaisse, qu'il ne se sente pas trahi. C'est un peu ce que j'avais envie de faire aussi, c'est-à-dire j'avais envie d'être au plus près de la réalité de Thomas Elec, parce qu'il me semble que, quoi qu'il en soit, quand on traite d'un personnage historique, être au plus près de sa réalité, c'est toujours plus, dans une narration, c'est toujours plus intense, et donc plus émouvant, et donc peut-être plus beau, que quand on brode pour mille raisons, pour l'efficacité du récit, ou par idéologie, comme on peut le faire aussi. En fait, vous nous faites plonger finalement dans le regard qu'un écrivain ou qu'un cinéaste plonge sur une réalité historique, et comment il fait pour en rendre compte. C'est-à-dire, vous arrivez par votre moyen d'emboîtage successif à nous dire, mais au fond, comment est-ce qu'on pourrait vraiment bien rendre compte de ce qu'était Tommy Elec? Alors, il y a évidemment plusieurs moyens de le faire, peut-être. Peut-être qu'en y instillant un peu de fiction, ça peut être plus efficace. C'est par exemple, on en revient à Guédiguian, c'est un peu ce que fait Guédiguian. Lui, il rajoute de la fiction. Et alors, il a mis sa femme comme mère de Thomas Elec. Ce qu'il y a de formidable dans votre livre, c'est que finalement, on assiste en parallèle au récit que fait le narrateur, donc le réalisateur, ainsi qu'à ses recherches, et en même temps, on a tout le scénario du film. Et au bout d'un moment, sauf par le jeu typographique entre les lettres normales et les italiques, il y a une sorte de brouillage qui s'effectue, c'est-à-dire que la fiction passe sur la réalité, comme ça. Et votre roman, comme ça, brouille les pistes, c'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout. Parfois, du reste, quand vous sentez que vous allez un petit peu trop loin, quand votre narrateur sent qu'il va un peu trop loin, il dit « Non, ça je l'ai mis dans le film, mais je ne suis pas tout à fait sûr. » Mais ça aurait pu quand même se passer. Donc il y a un jeu sur la réalité historique qui modélise la fiction, et comme ça, des espèces d'osmose, de passage, de transversalité. Et au bout d'un moment, finalement, si on lisait votre texte à haute voix sans avoir, encore une fois, ce repérage typographique, on ne saurait plus à quel moment on est dans le travail du metteur en scène, dans son scénario, ou dans la réalité historique. De la même façon que vos deux personnages, Tommy et Gabriel, finissent d'une certaine façon par se confondre. Mais voilà pourquoi il était très très important de mettre des italiques, évidemment. Vous n'avez pas hésité à ne pas en mettre? Ah non, j'ai pas hésité du tout. Ouais. Non, j'ai pas hésité du tout, il fallait être net. Alors justement, cette fusion, quand même, ça demeure une fusion entre la réalité et la fiction, fait qu'à partir d'un moment, on se dit, mais où est la fiction? Oui, c'est ça. Où est la fiction et où est la réalité historique? Et alors, c'est pour ça que, en fait, c'est vous qui m'avez donné presque le titre de cette émission, en fait, Mémoire d'hier pour évoquer aujourd'hui, parce que je me suis dit, finalement, c'est tout à fait contemporain, ça. Comment est-ce que l'histoire nous permet aujourd'hui de dire quelque chose d'essentiel sur ce que nous vivons? Et j'ai l'impression que vous nous dites quelque chose d'essentiel sur ce que nous vivons, à travers votre fiction, en nous disant, regardez ce passé, il est compliqué, et vivre ce passé aujourd'hui, lui donner du sens, ce n'est pas simple. C'est-à-dire que c'était quand même, je dois dire, l'idée de base du livre. L'idée de base du livre, c'était de parler d'aujourd'hui. Et c'était en particulier de parler disons, de l'aseptisation totale de notre société, de la société dans laquelle nous vivons, qui fait que des adolescents d'aujourd'hui sont confrontés à une telle fadeur, à une telle vide, qu'ils peuvent avoir des réactions comme celle de mon personnage. C'est-à-dire qu'ils peuvent totalement s'embarquer dans une histoire intense, tout simplement parce qu'elle est intense. Alors il y a évidemment pour les adolescents plusieurs façons de répondre à cette espèce de tiédeur, de manque d'idéal, de manque de tout en fait. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a surtout maintenant le virtuel, en fait. C'est-à-dire que la seule intensité aujourd'hui pour un adolescent, c'est très souvent les jeux vidéo. Ou alors on commence à trouver des trucs de plus en plus étranges et un peu inquiétants, qui sont par exemple ces espèces de jeux où l'on risque sa vie, hein, comme le jeu du pendu, par exemple. Merci Alain Bloquier. Alors je rappelle que ce livre s'appelle Le tombeau de Tommy.
Beau Tommy, il est publié chez Gallimard.